C'était une nuit froide d'automne le 20 janvier 1977, à environ 23h45, lorsque la vie de Wilma McCann, âgée de 20 ans, a été brutalement mise fin par les coups brutaux de Peter Sutcliffe. Wilma marchait le long de Leeds Lane dans le quartier de Chapeltown à Leeds, un quartier notoire pour son sous-sol sordide. Le son d'une voiture qui dérapait dans la courbe et l'éclat des phares ont illuminé la rue déserte et sombre. Dans ce moment, le sort de Wilma était scellé, et un cauchemar se déroulait devant ses yeux. L'air était rempli du silence étrange d'une ville figée dans la peur. La scène qui s'est déroulée était une danse macabre de sang et d'acier, avec la vie-force de Wilma qui s'éteignait comme un reflux lent. Son corps gisait écrasé et blessé, un témoignage grotesque de la rage inouïe de Sutcliffe. L'air glacé d'hiver collait à elle comme un linceul, rendant chaque détail plus sinistre et calculé. Le son des klaxons lointains et le bourdonnement de la nuit dans la distance semblaient moquer la carnage qui se déroulait sur cette rue déserte. Dans la lumière vacillante des lampadaires voisins, la scène était prête pour un crime qui allait secouer les fondements de la communauté. Wilma, une femme petite avec un sourire vif, avait passé la soirée à sortir avec ses amis avant que sa vie ne soit cruellement coupée court. Ses yeux bleus vifs, qui avaient brillé de joie et de rire, fixaient maintenant d'un regard vide, un rappel effrayant des horreurs qui lui avaient été infligées. La jeune femme de 20 ans avait été une figure populaire dans sa communauté, et son meurtre a envoyé des ondes de choc dans les rues de Leeds. Ses proches n'oublieraient jamais la personnalité vibrante et le sort cruel qui l'avait frappée. Ils ignoraient que Wilma n'était qu'un début d'une série de terreurs. Les témoins prétendaient avoir vu une immense IMP noire s'éloigner de la scène, ses phares projetant une lueur étrange sur les rues. Certains ont rapporté avoir entendu le son d'un moteur qui ronronnait, tandis que d'autres parlaient d'un individu portant un manteau noir qui fuyait la zone. L'air était rempli des cris des spectateurs, qui étaient impuissants à arrêter la tragédie qui se déroulait. Les rues de Leeds étaient plongées dans le chaos lorsque la nouvelle du meurtre s'est répandue comme un feu de forêt. Dans les jours qui ont suivi, une ville a été prise de peur, se demandant qui était derrière ce crime odieux et quand la prochaine attaque aurait lieu. Avant de continuer, appuyez sur la touche s'abonner et la cloche. Nous publions de nouveaux cas chaque jour. Je vais vous emmener en arrière à l'origine de cette histoire, lorsque Peter Sutcliffe était un jeune homme vivant dans un quartier ouvrier à Huddersfield. Né le 2 juin 1946, Sutcliffe a grandi dans une famille britannique traditionnelle avec un père strict et une mère qui restait à la maison. Sa jeunesse semblait sans intérêt, sans indice de la personnalité monstre qui allait se dévoiler. Cependant, sous la surface, Sutcliffe mijotait une mixture toxique de colère, de ressentiment et d'un profond misogynie qui allait finalement se manifester sous la forme d'une série de meurtres brutaux. En plongeant plus profondément dans la menteuse de Peter Sutcliffe, nous allons explorer les événements qui l'ont façonné en l'un des tueurs en série les plus notoires de Grande-Bretagne. Peter Sutcliffe était la personne centrale dans ce cas, né le 2 juin 1946, à 19 St James Street à Bingley, Yorkshire de l'Ouest, en Angleterre. Il résidait dans un quartier ouvrier avec ses parents, Frank et Constance, et ses deux sœurs. À l'époque de sa naissance, Sutcliffe pesait juste sous les 6 livres, ce qui était considéré comme un poids normal pour un nouveau-né. Alors qu'il grandissait, sa mère travaillait comme coiffeuse, tandis que son père était mécanicien. La vie de Sutcliffe dans son enfance semblait sans histoire, mais ce façade calme serait brisé des années plus tard. Alors qu'il grandissait, Sutcliffe fréquentait l'école primaire locale, où il montrait peu d'intérêt pour ses études. Il a abandonné l'école à l'âge de 15 ans pour travailler dans une usine de feuilles de métal locale, où il est devenu connu pour être très compétent. Cependant, son temps à l'usine fut de courte durée, et il a plus tard déménagé vers divers emplois à bas salaire, y compris un passage en tant que fossoyeur. Sutcliffe était marié à Sonia Surma en 1974, et le couple avait 2 enfants ensemble. Malgré son enfance troublée et sa vie adulte instable, Sutcliffe a toujours réussi à maintenir une personnalité agréable et relatable, qui serait un aspect crucial de ses crimes ultérieurs. Le côté agréable de Sutcliffe était souvent attribué à sa nature facile et affable, ce qui rendait difficile pour les gens d'imaginer qu'il était capable de tels crimes odieux. Il était dit être un homme de famille dévoué, qui prenait souvent ses enfants en sortie et passait du temps avec eux à la maison. Cependant, à mesure que le temps passait, le comportement de Sutcliffe commença à changer, et il devint de plus en plus isolé et retiré. Ses relations avec ses amis et sa famille devinrent tendues, et ils commencèrent à remarquer un changement dans son comportement. Malgré ces signes d'avertissement, personne ne soupçonnait que Sutcliffe cachait de telles pensées et désirs sombres.
Alors que les mois précédant l'incident progressaient, la vie de Sutcliffe était marquée par une série de changements et de défis. Sa relation avec son épouse dégénérait, et il avait du mal à faire face à la naissance de son deuxième enfant. Il commença à se sentir de plus en plus isolé et seul, ce qui le conduirait finalement à recourir à la violence comme moyen de faire face. Mais qu'est-ce qui a été le catalyseur de la descente de Sutcliffe dans la folie? Et comment a-t-il réussi à cacher sa vraie nature aussi longtemps? L'histoire de Peter Sutcliffe est l'une de ces histoires de tours et de détours, et c'est un cas qui continue à hanter à ce jour. C'était une soirée d'automne froide en 1975, le soleil avait déjà disparu, projetant une ombre sombre sur les rues de Leeds dans le Yorkshire de l'Ouest. Les résidents s'installaient dans leurs maisons, ignorant le terrorisme qui allait se dérouler. L'air était vif, avec une légère odeur de pluie, une légère bruine tombait, créant une brume qui recouvrait la ville. C'était le décor d'une série de crimes brutaux et odieux qui allèrent choquer la nation. Les rues étaient calmes, à l'exception du bruit occasionnel d'une voiture qui passait. On pense que la série de meurtres de Peter Sutcliffe a commencé en août 1975, lorsqu'il a attaqué une femme à Leeds, mais elle a survécu. Cependant, on pense que cet événement a pu déclencher une facette plus sombre de la personnalité de Sutcliffe. Au cours des 5 années suivantes, il allait commettre une série de meurtres violents et prémédités, visant des femmes vulnérables dans les quartiers de la prostitution du Yorkshire de l'Ouest. Les attaques de Sutcliffe étaient souvent brutales et laissaient ses victimes avec des blessures graves à la tête et au visage. Alors que le nombre de victimes augmentait, la police était laissée à la recherche du tueur. La séquence des événements est bien documentée, Sutcliffe visait souvent des femmes vulnérables et seules, souvent les abordant en voiture ou dans les rues. Il utilisait une variété de méthodes pour subjuguer ses victimes, y compris les frapper avec un marteau ou les étouffer avec un ligature. Le soir de cette attaque particulière, Sutcliffe avait fixé son objectif sur une travailleuse du sexe de 28 ans, qui rentrait chez elle. Il a arrêté sa voiture et a commencé à discuter avec elle, avant de la frapper avec son marteau, causant des blessures graves à la tête. Alors qu'elle gisait par terre, Sutcliffe l'a laissée pour morte. Le détail le plus choquant de ce crime est que la victime de Sutcliffe est morte après 14 heures, malgré ses blessures graves. Elle avait été laissée pour morte dans une allée, où elle est restée jusqu'à ce qu'elle soit découverte par un passant, qui la croyait simplement évanouie. Le niveau de brutalité et de cruauté démontré par Sutcliffe est toujours considéré comme l'un des aspects les plus choquants de ce cas. Le fait qu'il ait pu laisser sa victime mourir dans un endroit public est un témoignage de l'horreur qu'il était capable de commettre. Ce crime est juste l'un des 13 meurtres que Sutcliffe allait commettre, mais c'est le plus choquant et le plus troublant de tous. La découverte du corps de cette victime a envoyé des ondes de choc dans la communauté, et la police a été confrontée à une enquête majeure. La première personne à découvrir le corps était un passant, qui a appelé la police, mais lorsque ceux-ci sont arrivés, Sutcliffe avait déjà quitté les lieux. La police allait aller examiner les preuves et interroger les témoins, mais à l'époque, ils n'avaient aucune idée que l'on était en présence d'un des tueurs en série les plus notoires de l'histoire britannique. L'enquête allait devenir l'une des plus grandes et des plus coûteuses de l'histoire britannique. Alors que la police creusait plus profondément dans le cas, elles ont commencé à découvrir un chemin de preuves qui pointait vers un suspect choquant. Mais qui était-ce, et comment a-t-il pu échapper à la capture pendant si longtemps? La réponse allait choquer la nation. Comment pensez-vous vraiment que les choses se sont passées ici? Était Sutcliffe un tueur calculé, ou était-il motivé par un autre facteur? A-t-il utilisé la voix de Dieu pour justifier ses actes, ou était-ce juste une ruse astucieuse? Alors que nous plongeons plus profondément dans ce cas, nous allons explorer ces questions et plus encore. Mais pour l'instant, regardons plutôt l'échelle complète de ce qui s'est passé. La série de meurtres de Sutcliffe allait continuer à revendiquer la vie de 13 femmes, laissant derrière elle un chemin de destruction et de douleur. Mais comme nous allons voir, il y a plus à ce cas que juste les chiffres. Il y a une histoire d'obsession, de folie, et d'un tueur qui était motivé par un sens de la morale tordue. La pleine échelle des crimes de Sutcliffe n'a été révélée qu'après son arrestation en 1981. Il conduisait avec des plaques d'immatriculation fausses lorsqu'il a été arrêté par la police à Sheffield. Au début, il a nié toute implication dans les meurtres, mais après une nouvelle interrogation, il a confessé être le coupable. Il a affirmé que la voix de Dieu l'avait envoyé sur une mission pour tuer des prostituées, et qu'il avait été motivé par un sens de la morale tordue. Mais à mesure que l'enquête continuait, il est devenu clair que l'histoire de Sutcliffe était beaucoup plus complexe que cela.
Il avait une histoire de dépression et de problèmes de santé mentale, et on pense que ces facteurs peuvent avoir contribué à sa descente dans la folie. Mais comme nous allons voir, les crimes de Sutcliffe n'étaient pas juste le résultat de la maladie mentale, mais d'un esprit calculateur et tordu. Et c'est cela qui le rend l'un des tueurs en série les plus fascinants et les plus terrifiants de l'histoire. Lorsque les enquêteurs ont d'abord répondu à la série de meurtres atroces, ils ont eu du mal à établir un modèle clair dans les meurtres. Les victimes étaient toutes des femmes, mais elles n'étaient pas toutes des prostituées, et elles n'étaient pas toutes tuées de la même manière. Les policiers ont initialement pensé qu'ils pouvaient être confrontés à plusieurs auteurs, et cette confusion a ajouté à la complexité du cas. Ils ont interrogé de nombreux suspects, mais aucun d'entre eux ne semblait avoir un motif clair ou une histoire de comportement violent. Les policiers étaient sous une pression immense pour résoudre le cas rapidement, et les médias étaient inlassables dans leur poursuite d'informations. La pièce clé d'évidence qui a tout changé était une lettre reçue par la police en 1978, dans laquelle le tueur vantait ses crimes et semblait taquiner les autorités. Mais ce qui a rendu cette lettre si significative était qu'elle contenait un typo crucial, qui a aidé la police à localiser l'accent et le dialecte du tueur. C'était un grand bond en avant, et les enquêteurs ont commencé à se concentrer sur des hommes avec un accent et un background similaires. Ils ont également découvert que le tueur utilisait un type spécifique de botte, qui est devenu une pièce d'évidence cruciale dans l'affaire. La lettre était la première piste majeure de l'enquête, et elle a donné aux policiers un sentiment renouvelé d'espoir. L'un des principaux suspects du cas du Yorkshire Ripper était un chauffeur de camion nommé Joseph Corr, qui a été interrogé par la police à plusieurs reprises. Un autre suspect était un homme nommé Peter Dinsdale, qui était lié à plusieurs des victimes par une série de connexions. Mais à mesure que l'enquête continuait, ni l'un ni l'autre de ces hommes ne semblait avoir un motif suffisamment fort ou une connexion avec les crimes. Les enquêteurs ont également examiné un tueur en série qui était actif à la même époque aux États-Unis, mais cette piste s'est finalement révélée être un cul-de-sac. En même temps, les policiers étaient également en train d'enquêter sur une série de meurtres non liés dans la région, ce qui a encore compliqué le cas. Le piège à l'œil dans le cas du Yorkshire Ripper était une série de lettres envoyées à la police et aux médias, prétendant provenir du tueur. Ces lettres étaient signées Jacques le tueur et contenaient divers messages cryptiques et menaces. Elles étaient une distraction habile, et elles ont gaspillé des mois de temps d'enquête alors que la police se débattait pour décoder les messages et suivre les pistes. Mais comme cela s'est avéré, les lettres n'étaient rien de plus qu'un canular, créé par un journaliste déçu qui voulait se faire connaître dans la presse. Malheureusement, ce canular a conduit à l'abandon de nombreuses pistes potentielles et a encore compliqué le cas. L'affaire du Yorkshire Ripper prit un tournant sombre en mars 1984, lorsque Peter Sutcliffe fut transféré à l'hôpital psychiatrique de Broadmoor, un hôpital de sécurité maximale au Royaume-Uni, après avoir été diagnostiqué avec une schizophrénie paranoïde. Ses avocats avaient réussi à faire valoir qu'il était fou au moment des meurtres, et cette décision fut prise malgré sa confession d'avoir été envoyé par Dieu sur une mission pour tuer des prostituées. Le transfert de Sutcliffe à un hôpital psychiatrique signifiait qu'il ne serait plus traité en prisonnier, mais plutôt en patient, ce qui soulevait des questions sur le système de justice et sa manière de gérer les délinquants mentalement instables. Il est à noter que Sutcliffe resterait à Broadmoor jusqu'à sa mort en 2020, où il fut donné le statut de patient plutôt que de prisonnier. Cette décision aurait des implications à long terme pour la manière dont le système de justice gère les délinquants mentalement instables. Les raisons derrière le diagnostic de Sutcliffe avec une schizophrénie paranoïde et son transfert à l'hôpital psychiatrique de Broadmoor ont été un sujet de débat. Ses avocats ont affirmé qu'il souffrait d'une maladie mentale qui l'empêchait de former l'intention nécessaire pour le meurtre, tandis que d'autres croyaient qu'il utilisait cela comme un mécanisme de défense pour éviter la responsabilité de ses crimes. Une équipe de psychiatres avait examiné Sutcliffe avant son transfert, avec certains concluant qu'il était effectivement souffrant de schizophrénie paranoïde. Cependant, il y a d'autres qui ont remis en question ce diagnostic, suggérant que Sutcliffe n'était pas souffrant d'une maladie mentale débilitante, mais plutôt d'une condition qui lui permettait de rationaliser ses actions. Il a également été suggéré que Sutcliffe